Et c'est pour moi, en tout cas, et je le répète, un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici dans notre université. Un grand merci. Eh bien, bonsoir. Après avoir, pendant quelques décennies, décrypté un peu en entomologue les, les arcanes du processus de paix au Proche-Orient, qui écrit quoi, qui veut quoi, etc. Là, je me suis plongé dans les raisons fondamentales de l'impasse actuelle. Cela veut dire quelle est l'évolution du sionisme, qu'est-ce qui a changé en Israël au cours de ces 50 dernières années, comment l'islam radical s'est développé, et aujourd'hui, est-il encore possible d'avancer vers une paix, vers une solution à deux États? On dit que je suis pessimiste, mais c'est vous qui jugerez. Dans tous les cas, si on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, les guerres menées par des non-musulmans au Proche ou au Moyen-Orient réveillent ou créent des mouvements fondamentalistes. L'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979 a fini par aboutir au régime des talibans. 91, la première guerre du Golfe menée par les États-Unis et leur coalition a produit Al-Qaïda. 82, la guerre d'Israël au Liban a produit la naissance du Hezbollah. Daesh, le fameux califat, est un des résultats de la dernière guerre en Irak menée par George Bush en 2003. Mais le premier conflit de ce genre, dans la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, ce fut la guerre de 6 jours en juin 1967, avec la conquête par Israël de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Cette date marque la naissance et le développement de deux fondamentalismes, l'islam radical à Gaza et aussi le grand essor du sionisme religieux. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire du judaïsme. Lorsque les soldats israéliens, le 7 juin 1967, sont arrivés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, c'était pour eux un instant incroyable. Pour la première fois depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple par les Romains, des soldats juifs foulaient le sol de ce qui est, pour le judaïsme, le grand lieu saint. Alors, par exemple, un de ces parachutistes israéliens, Hanan Porat, m'a dit « Nous avions l'impression d'écrire un nouveau chapitre de la Torah, de la Bible. Nous nous sentions comme les soldats du roi David. » Il deviendra plus tard un des fondateurs du mouvement de colonisation. Un autre militaire, il deviendra rabbin, Israël Steiglitz, il a changé son nom en Israël Ariel, il est devenu le rabbin de l'Institut qui prépare la reconstruction du temple juif à Jérusalem. Alors lui, ce sentiment d'être sur le mont du temple, sur l'esplanade des mosquées, c'est un instant de miséricorde divine. La nature tout entière s'est livrée à nous après des millénaires de souffrance. Tout est effacé, toutes les bénédictions de la Torah sont devenues réalité. Quelques mots quand même, l'esplanade des mosquées, c'est le troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. C'est là que se trouve le rocher de la fondation du judaïsme. Selon la tradition juive, Abraham a voulu sacrifier Isaac à cet endroit. Faux, dit l'islam, c'était pas Isaac, c'était Ismaël, et ça s'est passé à la Mecque, sur ce rocher. Selon le Coran, c'est le voyage nocturne du prophète Mohammed qui s'est rendu là, qui a créé les prières musulmanes, et en tant qu'imam a dirigé la prière avec tous les autres prophètes de l'islam, Jésus, Abraham, etc. Donc deux visions totalement différentes, mais pour le judaïsme, c'est le mont du Temple. Alors, pour comprendre l'importance historique de cet événement fondateur du 7 juin 1967 et l'immense émotion que ça a suscité en Israël et chez de nombreux juifs à l'étranger, eh bien, il faut quand même remonter un peu à l'histoire biblique. Bon, je vais vous imposer un peu de Torah. L'an 70 de l'ère chrétienne, la grande révolte juive contre les Romains, qui, pour le judaïsme, est désormais commémorée par une journée de deuil, un légionnaire romain a mis le feu, a incendié le temple juif.
c'est la fin de la centralité du temple dans le judaïsme. L'endroit où se déroulaient les sacrifices de bovins, de moutons, où et vivait toute une hiérarchie de prêtres, de Cohen et de Lévi, tout cela disparaît. Imaginez subitement que la Mecque disparaisse. Pour le judaïsme, c'était ça. Quelques rabbins ont réussi à échapper à la catastrophe, au massacre commis par les légionnaires romains. L'empereur ou ses généraux ont laissé se développer des écoles rabbiniques qui ont commencé à développer un judaïsme qui n'est pas tourné vers ce lieu saint. C'est le minéral, le rocher a disparu, il n'est plus là, on ne peut plus y toucher, on n'y a plus accès. On se tourne vers l'étude, vers la Torah, vers le mot. C'est le judaïsme qui a été au centre de la vie des communautés pendant 2000 ans. Une nouvelle tentative pour établir un État juif s'est déroulée un peu plus tard, 62 ans plus tard. Les Juifs se sont à nouveau rebellés contre les Romains, ça s'est très mal passé. Leur chef était considéré par quelques rabbins comme le Messie. Ce chef s'appelait Bar Korba. Il a remporté quelques victoires face aux Romains, qui en ont assez de cette province juive de l'Empire qui n'arrête pas de se soulever. Ils ont envoyé les forces nécessaires. Bar Korba a fini la tête tranchée. Le rabbin a été mis sur le bûcher. La Judée est devenue vide de Juifs, Judenrein. Il restait encore quelques communautés juives en Galilée à l'époque. Je vous parle de 132-133. Les sages juifs ont réfléchi à ces deux catastrophes. Qu'est-ce qui est arrivé? Et ils ont décidé, ils ont analysé la pensée divine, ils ont produit deux interdits au peuple juif qui ont duré pendant des siècles. Les Juifs ne doivent pas retourner en masse en terre d'Israël. Si Dieu a laissé les Romains comme ça ratiboiser notre peuple, ça veut dire que visiblement il ne veut pas qu'on revienne comme ça. Et ils ne doivent pas se rebeller contre les nations du monde. Ils ne doivent pas se rebeller contre ce qui était l'Empire romain, c'est-à-dire plus fort qu'eux. Le retour à Sion ne devrait se faire qu'avec la rédemption, l'eschatologie, la venue possible du Messie. À la fin du XIXe, lorsque Théodore Herzl a créé le sionisme, les rabbins et orthodoxes étaient absolument contre. Pourquoi? Parce que c'était contraire aux deux interdits décidés par les sages après les catastrophes de l'Antiquité. Pour le judaïsme intégriste, d'ailleurs, les ultra-orthodoxes, c'est toujours le cas. Ils rejettent le principe même de l'État d'Israël. Un mot sur Théodore Herzl. Il envisageait un État juif libéral, démocratique. Les rabbins resteraient dans leur temple, les généraux dans les casernes. Le vice-président serait un arabe. Dans un roman qu'il a écrit et qu'il faut lire, qui s'appelle en allemand Altneuland, Vieux Nouveau Pays, Herzl raconte comment une droite juive raciste perd les élections, un rabbin qui ne voulait pas accepter de non-juifs dans le nouvel État juif, et également rejetant complètement l'idée de messianisme. Les juifs de gauche, communistes, créent des kibbutzim, rejettent complètement la religion, s'installent. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'installation sioniste en Palestine. Au début du XXe, un rabbin fait la synthèse entre la religion et le sionisme. Il s'appelle, je vous donne, le nom est important, Abraham Yitzhak Cohen, Cook. Pour lui, le sionisme n'est pas destiné à résoudre le problème juif par la création d'un État.
Mais pour ce rabbin, en fait, c'est le début d'un phénomène divin vers la rédemption. Dieu utilise le sionisme pour conduire Israël vers la fin des temps. En d'autres termes, les pionniers sionistes socialistes qui rejetaient la religion, venus travailler la terre en Palestine, ne participaient pas à l'auto-émancipation du peuple juif comme ils le croyaient, mais obéissaient sans le savoir à la réalisation d'un commandement divin. Donc théoriquement, pour cette synthèse entre la religion et le sionisme, le peuple d'Israël, les Juifs, finiront par accepter la loi religieuse. Ce rabbin est décédé, les Britanniques qui occupaient la Palestine l'ont nommé grand rabbin Ashkenaz de Palestine. Il est décédé dans les années 30. Son fils, le rabbin Tzvi Yehuda Cohen Cook, a repris la direction de l'école talmudique qu'il avait créée. Et il développe la théologie de son père en la politisant. En gros, pour lui, l'État d'Israël n'est pas une fin en soi, c'est un moyen utilisé par Dieu. Le Juif est irrésistiblement poussé à s'unir avec sa terre par une force aussi ancienne que l'histoire. Et c'est là seulement que Israël redeviendra ce que dans l'esprit de ce rabbin doit être une monarchie avec une hiérarchie de prêtres, avec un temple, etc. Pour ces sionistes religieux, qui dans les années 60 étaient très minoritaires, il y avait quelques dizaines d'étudiants dans cette école talmudique, la guerre de 6 jours, la conquête du mont du Temple, également en Cisjordanie de ce qui est, selon la Torah, les lieux de l'histoire biblique, Naplouse, la Sichem, ou le tombeau de Joseph, le tombe de Rachel, le caveau des patriarches à Hébron, et bien entendu l'esplanade des mosquées, mont du Temple à Jérusalem. Tout cela, ça veut dire qu'il y a le retour que Dieu a décidé. Alors, et les Palestiniens? Écoutez, pour les sionistes religieux, il y a différentes opinions. Un de leurs principaux rabbins, Shlomo Aviner, définissait ainsi les Palestiniens. Tous ceux qui se sont installés ici savaient parfaitement qu'ils vivaient sur une terre appartenant au peuple d'Israël. Donc, le groupe ethnique qui s'est installé à cet endroit n'a aucun droit de propriété sur la terre. Pour les sionistes religieux, les territoires sont inaliénables, ne sont pas négociables, non pas pour des raisons de sécurité comme parfois on nous le sort, mais parce que Dieu les aurait promis à Abraham 4 millénaires plus tôt. Tout retrait, toute concession territoriale signifierait renoncer à la rédemption. Un an après la guerre de 6 jours, 68, Pessah, la Pâque juive, un groupe de militants s'installe dans un hôtel palestinien à Hébron, officiellement pour passer le Seder, passer la fête, mais en fait pour y rester. Le gouvernement travailliste finit par céder, et c'est la première construction d'une colonie importante en Cisjordanie occupée, c'est Kiryat Arba, aujourd'hui habité aujourd'hui par des milliers d'Israéliens. Le gouverneur militaire de l'époque, Shlomo Gazit, s'y opposait complètement. Il n'était pas là, il était dans le deuil de son père. Moshe Dayan était contre, le ministre de la Défense. Moshe Dayan était hospitalisé, il a eu un accident faisant des fouilles archéologiques illégales. Il n'y avait personne pour décider d'évacuer les colons. Ils ont décidé donc de ne pas les laisser à l'intérieur d'Hébron à l'époque, mais de créer ce nouveau quartier juif de Hébron. Le mouvement sioniste religieux prend de l'ampleur, s'organise politiquement, crée une organisation qui s'appelle Gush Emunim en hébreu, le bloc de la foi, et il lance une offensive en règle contre le gouvernement travailliste dirigé à l'époque par Yitzhak Rabin. Manifestation violente contre les accords de désengagement et de cessez-le-feu, c'est après la guerre d'octobre 73. Gush Emunim manifeste violemment contre les accords avec l'Égypte, avec la Syrie, et crée des implantations illégales vite évacuées. Le sionisme religieux
bénéficie du soutien de la droite nationaliste israélienne, le Likoud de Menachem Begin. Après la guerre de juin 67, Begin avait fait adopter par son parti une motion dont je vais vous lire un extrait. Le Likoud n'est pas religieux, nationaliste mais pas religieux. Mais, voici ce texte, « Le peuple juif a un droit sur la terre d'Israël dans sa totalité historique, un droit éternel qui ne saurait être remis en question. Notre peuple a bâti son royaume sur cette terre, a sanctifié sa religion, créé sa culture, reçu la vision de ses prophètes, etc. » Ce n'est pas du messianisme, mais en définissant le droit historique des Juifs sur la terre d'Israël à partir de la Torah et à partir de l'intégrité de ce territoire comme une valeur absolue, eh bien Begin a rejoint, Begin et son mouvement, son parti, et je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de la majorité des militants du comité central du Likoud, c'est le cas, Begin rejoint le sionisme religieux par le biais de ce qui ressemble à une véritable théologie politique, une sorte de culte laïque de la terre. Begin est élu Premier ministre en 1977, Gush Emonim fait la fête, mais problème, Begin ne veut pas se lancer tout de suite dans la colonisation de masse parce qu'Anwar el-Sadat a décidé de mettre un terme à 30 décennies de guerre avec Israël. C'est le voyage historique d'Anwar el-Sadat à Jérusalem. Un accord est conclu, l'accord de Camp David, ensuite un traité de paix, 78, 79, et pour les sionistes religieuses, c'est la cata. Il va falloir restituer le Sinaï à l'Égypte et détruire toutes les colonies construites par Israël dans le Sinaï. L'extrême droite, les nationalistes, les sionistes religieux se mobilisent pour se battre contre l'évacuation notamment de la ville de Yamit, qui se trouve aujourd'hui au sud de ce qui est en territoire égyptien, au sud de la bande de Gaza. Pourquoi ce combat alors que franchement le Sinaï, ce n'est pas tout à fait la terre d'Israël, ça n'a pas la même valeur que Jérusalem-Est ou que la Cisjordanie? Eh bien, un des fondateurs de Gush Emonim, Uri Elitzour, m'a dit « La paix, c'est très important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Pour la paix, on ne renonce pas à ce qui est le plus important. Il faut se battre pour tout lieu où des Juifs se sont installés en terre d'Israël. » Bon, rien n'y fait, Yamit est évacué, l'Égypte, le principal pays arabe qui pouvait confronter Israël, est complètement neutralisé. Yasser Arafat et l'OLP commettent l'erreur de ne pas rejoindre l'initiative de paix d'Anwar el-Sadat. À l'époque, il y avait à peine 20 000 colons en Cisjordanie. Pour Begin et les sionistes religieux, c'est tout bon. La colonisation démarre. En 77, 20 000 colons, 70 000 en 87. C'est la gauche, le Parti travailliste. Le Parti travailliste était dans l'opposition jusqu'en 84, puis a participé au pouvoir dans le cadre d'un accord de rotation avec le Likoud, dirigé par le Premier ministre Yitzhak Shamir. Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères de 86 à 89, va tenter de trouver une solution par des négociations avec la Jordanie. Ça n'a pas marché. Mais là, je dois vous parler de l'autre mouvement fondamentaliste qui est issu de la guerre de 6 jours. En juin 1967, donc, Israël n'a pas seulement occupé la Cisjordanie, mais surtout Gaza. Là, un jeune cheikh, invalide, religieux, il s'appelle Ahmed Yassine, voit arriver les soldats israéliens. L'année précédente, en 1966, Gaza était contrôlé par l'Égypte. En 1966, il a fait de la prison en Égypte parce qu'il était frère musulman. Libéré, donc il est à Gaza, il voit les soldats israéliens. Qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il veut voir si ces soldats juifs comprennent quelque chose à ce qui se passe. Et il publie à Gaza, il fait imprimer les œuvres de Saïd Qutb.
Saïd Qutb, frère musulman, pendu par Gamal Abdel Nasser en 1966, est en fait un prédécesseur idéologique de Al-Qaïda. Anti-occidental, anti-juif, une vision beaucoup plus dure de celle de Hani el-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. Si quelqu'un un jour a envie de faire des comparaisons, une étude analytique, les textes de Saïd Qutb critiquant, pendant son séjour aux États-Unis, critiquant la société américaine sont absolument fascinants. Il trouve tout cela absolument épouvantable. Les femmes mal habillées, la nourriture, la pauvreté des Noirs, etc., etc. Et j'ai trouvé des textes presque identiques de la part du rabbin Meir Kahana, qui a créé la première ligue de défense juive, qui lui aussi critiquait la société américaine presque en des termes identiques à ceux de Saïd Qutb. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un jour quelqu'un pour faire des analyses sur l'attitude anti-occidentale dans les mouvements fondamentalistes. À Gaza, les militaires voient ce cheikh plutôt sympathique. Leurs ennemis à Gaza, c'est la gauche palestinienne, le Front populaire, le Fatah qui attaque l'armée israélienne. Il y a des attentats commis à l'étranger, détournement d'avions. L'ennemi, c'est l'OLP, le Fatah, le Front populaire, le sang coule. Et voilà ce cher sympathique qui va voir le général commandant Gaza et lui dit « Moi, je veux faire du social, moi, je suis seulement religieux, il est formidable, ce cher. » Eh bien, non seulement on le laisse, mais on l'encourage. Le général qui commandait le secteur a même la grandeur d'âme d'offrir les maillots et les ballons de football pour l'équipe du Cheikh Yassine. En septembre 1973, on a ces images tournées par la télé israélienne du Cheikh Yassine dans sa chaise roulante, avec à ses côtés le général gouverneur de Gaza qui coupe le ruban de l'immeuble des frères musulmans construit à Gaza avec l'aide de l'armée israélienne. Et un scoop, ce bâtiment n'a jamais été bombardé, il est toujours là, il ne bouge pas. C'est en 88, quelques mois après la première intifada, que les militaires israéliens ont une drôle de surprise. En fait, ce cher très sympa et son organisation, en fait, c'est le Hamas qui voit le jour, qui lance le djihad contre Israël, qui crée un groupe armé. L'histoire, je l'ai racontée dans un bouquin, le mea culpa des militaires israéliens, comment on a fait, pourquoi on a laissé se développer ça, ça arrivera beaucoup, beaucoup plus tard. Après, les Israéliens feront un autre jeu avec le Hamas, mais c'est une autre histoire. Septembre 93, tout change. Yitzhak Rabin signe les fameux accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Arafat, chef de l'OLP, revendique un État palestinien dans les territoires occupés par Israël, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, les Saintes Mosquées, le mont du Temple. Et pour l'heure, Rabin et Arafat ne signent que l'autonomie. Pas l'autonomie uniquement des personnes, comme Begin le voulait à l'époque, mais cette fois, il est question d'autonomie du territoire, ce qui change tout. Begin, la droite nationaliste, était prête, et à mon avis elle l'est encore d'ailleurs, à accorder que l'autonomie des personnes, c'est-à-dire que l'autonomie s'arrête à la semelle des chaussures. Mais ces accords pour la droite nationaliste et les sionistes religieux, pour les colons, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. Rabin commence d'ailleurs par geler la colonisation dans certains secteurs de Cisjordanie. Les colons, la droite, sont persuadés que ça y est, il va y avoir l'État palestinien. On entend des slogans Rabin-Pétain, Pérez-Laval,
À la tête des manifestants pour la droite, on trouve le nouveau chef du Likoud qui a succédé à Begin et Shamir, un certain Benyamin Netanyahou. Lui qualifie aussi Shimon Peres de Chamberlain. Donc tout cela veut dire que dans la communication israélienne, Arafat, c'est Hitler. Quelques mots sur les racines idéologiques de M. Netanyahou. Il est le fils du professeur Benzion Netanyahou. Il fut le secrétaire personnel de Zev Jabotinsky, le fondateur du sionisme révisionniste. C'est la droite du mouvement sioniste, l'opposant aux travaillistes de Ben-Gurion. Benzion a une vision nette, noir et blanc, du conflit. Une citation de lui. Une des choses les plus graves chez nous en Israël, c'est la croyance gauchiste que les Arabes ont renoncé à leur détermination à nous détruire, nous Israël. La tendance au conflit est l'essence même de l'Arabe. Il est l'ennemi par essence. Son être profond ne lui permettra jamais d'accepter un compromis ou un accord. Il vit dans la guerre perpétuelle. La solution à deux États n'a aucune pertinence. Il n'y a pas ici deux peuples. Il y a le peuple juif d'un côté, une population arabe de l'autre. Il n'y a pas de peuple palestinien et on ne crée pas un État au profit d'une nation imaginaire. Je continue. Les Juifs et les Arabes sont comme deux boucs qui s'affrontent sur un pont étroit. L'un d'entre eux finira dans la rivière en danger mortel. Le plus fort obligera l'autre à sauter et je crois que la force juive vaincra. Fin de citation. Pour le professeur Benzion Netanyahou, dans chaque génération, depuis l'aube des temps, il y a un ennemi, un dictateur ou un peuple étranger qui veut détruire la nation juive. Benzion Netanyahou est un historien, un grand historien important, un monument de recherche, c'est une histoire de l'Inquisition et c'est là-dedans qu'on trouve, entre autres, cette notion selon laquelle, historiquement, dans chaque génération, le peuple juif est au bord de la destruction. Alors, son gamin, Benyamin, lui, il écrit « Comme la Tchécoslovaquie en 1938, Israël est une petite démocratie. Les régimes arabes ont lancé une campagne pour persuader l'Occident que les habitants arabes des collines de Cisjordanie sont comme les Allemands des Sudètes, qui représentaient un tiers de la population, sont un peuple à part qui a droit à l'autodétermination. » Attendez, ça nous ramène exactement dans les théories du papa. Les Sudètes, c'est l'histoire, c'est Hitler, c'est la Seconde Guerre mondiale, donc c'est l'équivalent, ça recommence maintenant. Le fait que les Arabes ont emprunté des arguments aux nazis n'est pas surprenant. Bon, maintenant, quand même, c'est pas des nazis. Qu'est-ce que M. Netanyahou veut faire des Palestiniens? Ben, écoutez, il accepte d'accorder l'autonomie, mais pour lui, c'est un moindre mal. L'autonomie des personnes. Je le cite, « La vie quotidienne des Arabes peut être conçue différemment dans la réalité du terrain. Quand quelques Arabes peuplent une colline isolée, il n'y a aucune raison pour déclarer autonome l'ensemble de la colline. Seuls seraient autonomes les centres urbains. Le reste du territoire peu peuplé sera exclu de cet arrangement. » Ça, c'est... Il faut lire Netanyahou. Je vous assure que la quasi-totalité des profs de Sciences Po et des responsables politiques de mouvements de gauche en Israël n'ont pas lu la littérature de Benyamin et probablement également de Benzion, de son père Netanyahou. Ça m'a surpris, mais c'est pas important. Il a publié pour faire de la com. On nous donne une image de Benjamin Netanyahou comme quelqu'un qui fait essentiellement de la communication. Non. Pour moi, Benyamin Netanyahou est un idéologue qui est dans la droite lignée de la famille. Il réalise effectivement ce qu'il pense et ce qu'il doit faire en essayant malgré tout de conserver des relations internationales avec les États-Unis, l'Europe, etc. Mais revenons au processus d'Oslo. Moins de 6 mois après la fameuse poignée de main entre Rabin et Arafat, à Hébron, 25 février 1994, un certain Baruch Goldstein, un colon de Kiryat Arba, il pénètre, on est en plein ramadan, il pénètre dans le caveau des patriarches et à l'arme automatique assassine 29 fidèles musulmans en prière, il y a des dizaines de blessés. C'est le dernier jour.
il voulait par ce crime, bien entendu, torpiller le processus de négociation. Arafat et Rabin parviennent à surmonter la crise. Arafat commet un certain nombre d'erreurs. Rabin était prêt à évacuer les colons de l'intérieur de la ville de Hébron. Arafat finalement a accepté une formule, à mon avis, stupide, c'est déployer des policiers norvégiens non armés dans Hébron, qui ne servent strictement à rien. Arafat a cédé. Pour moi, ce n'est pas la seule erreur commise par Arafat. D'ailleurs, Arafat, en signant les accords d'Oslo, de fait, s'est contenté d'accepter le refus de tout ce qui pourrait changer la situation sur le terrain. Résultat, il n'a pas spécifiquement exigé l'arrêt de la colonisation pendant la négociation. On voit le résultat. Ce massacre commis par Baruch Goldstein donne au Hamas la légitimité face au public palestinien, à l'opinion palestinienne, pour commettre des attentats suicides en territoire israélien contre des civils israéliens. Le public palestinien n'était pas jusqu'à ce moment-là pour. 29 fidèles assassinés en prière, oui, le public palestinien à ce moment-là a commencé à virer du côté du Hamas de ce point de vue. En tout cas, c'est également l'analyse des services de sécurité israéliens qui considèrent que le massacre commis par Goldstein est la raison, le démarrage des grands attentats suicides commis en Israël qui feront basculer l'opinion publique israélienne. Des bombes humaines, vous vous souvenez tous certainement de ces scènes des autobus, des cadavres sur les routes. Le soutien à Oslo est en chute libre. Les manifestations des colons et de la droite nationaliste sont de plus en plus violentes. Bien entendu, l'argument c'est « regardez, Rabin nous conduit à la mort dans les rues, aux attentats, au Hamas qui nous attaque ». Arafat n'a pas réussi à juguler le Hamas. On commence à entendre, en tout cas en tant que journaliste, c'est ce qui me parvenait, les colons, la droite nationaliste fera le nécessaire pour empêcher ce processus d'Oslo d'exister. Le 4 novembre 1995, Yigal Amir, un jeune nationaliste religieux, assassine Rabin après une manifestation pour la paix sur la grande place de Tel Aviv. Le monde entier, pendant les obsèques de Rabin, ne s'est intéressé qu'à une seule chose. C'est la petite fille de Rabin qui était tellement émue et puis elle a fait pleurer tout le monde. Et personne n'a regardé l'événement incroyable qui s'est déroulé aux obsèques de Rabin. Il y avait les 3/4 du monde arabe. Et où ça se passait? Ça se passait sur le mont Herzl, à 50 mètres de la tombe du fondateur du sionisme. Il y avait les représentants du Golfe, représentants algériens, tunisiens, marocains, saoudiens. Et je crois que Kadhafi n'avait envoyé personne et Hafez el-Assad aussi. Il y avait Moubarak, le roi Hussein de Jordanie qui prononce l'oraison funèbre du général israélien Rabin, qui en 67 lui a conquis son lieu saint, l'esplanade des mosquées, à 50 mètres. Le public israélien a ignoré tout cela, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Vous regardez les journaux de l'époque, les Israéliens ont commencé à virer. Pérez a succédé à Yitzhak Rabin, il a poursuivi l'application des accords, les grandes villes de Cisjordanie ont été évacuées par l'armée israélienne. On avait l'impression qu'on allait avancer vers, cette fois, l'accord, on va vers un État, on va vers... Et le Hamas est reparti, a relancé une campagne d'attentats suicides. L'opinion publique a basculé. Netanyahou, chef du Likoud, est élu Premier ministre. Il a relancé la colonisation. Pour moi, la suite de l'histoire, écoutez, c'est une lente descente de la région en enfer. L'alliance entre le sionisme religieux et la droite nationaliste a conduit le conflit à un point de non-retour. 360 000 Israéliens habitent aujourd'hui des colonies en Cisjordanie.
La création d'un État palestinien paraît quasiment impossible. Alors il est question d'échange de territoire. Les ingénieurs, les technocrates de la paix proposent de faire bouger des colonies, les mettre près de la ligne, près de la frontière, et comme ça il en resterait un peu moins au centre de la Cisjordanie. Voilà, ok, maintenant, quid de Jérusalem-Est? Jérusalem-Est, l'autorité palestinienne, l'OLP, ont de fait renoncé aux grandes colonies urbaines et ont proposé depuis les accords, depuis le sommet de Camp David en juillet 2000, quartier à majorité israélienne, souveraineté israélienne, quartier à majorité arabe, musulmane ou chrétienne, souveraineté palestinienne. Seulement voilà, on a aujourd'hui quand même des milliers d'Israéliens qui s'installent, qui sont installés dans les quartiers musulmans ou dans les quartiers chrétiens de Jérusalem-Est. Et puis reste l'esplanade des mosquées, mont du Temple. Depuis 7-8 ans, un véritable phénomène se déroule. Les rabbins nationalistes ont d'abord issu une décision religieuse annonçant qu'il est permis à un juif religieux de monter sur le mont du Temple, sur l'esplanade. Le grand rabbinat d'Israël, qui est le plus orthodoxe, l'interdit toujours, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'il y avait le Temple, il y a 2000 ans, seul le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Or, ne connaissant pas sur l'esplanade l'endroit où se trouvait le Saint des Saints, vaut mieux interdire à tout le monde d'y monter. Mais des rabbins nationalistes ont fait des calculs, tracé des trucs, voilà, on peut monter. Et on a maintenant, du dimanche au jeudi, pendant tous les jours pratiquement, des groupes de religieux, juifs, avec leurs rabbins, qui vont visiter l'esplanade. La police leur interdit de prier. C'est quand même le 3e lieu saint de l'islam. Dès qu'il y en a un qui prie à voix haute, il est expulsé par la police. Je ne pense pas qu'un gouvernement israélien prendra le risque d'autoriser la prière juive sur l'esplanade des mosquées, d'abord parce que ce serait immédiatement la rupture du traité de paix avec la Jordanie et une véritable crise régionale. C'est le roi de Jordanie qui est le gardien de ce lieu saint. Le Waqf, l'administration des biens musulmans des mosquées, quand on va dans leur bureau, il n'y a pas le portrait d'Arafat ou de Mahmoud Abbas, il y a un portrait du roi Abdallah à Jérusalem, ce qui est parfois assez rigolo. Il y a une poussée fondamentaliste vers ça. Un institut du Temple a vu le jour. Tous les ustensiles du culte ont été reconstitués selon la Torah. Maintenant, il s'agit de les reproduire parce que, me dit-on, tu comprends, Charles, quand on aura de nouveau les sacrifices là-bas, les prêtres se saliront énormément, il faut qu'ils puissent changer d'uniforme 10 fois par jour. Or, ce sont des uniformes bien spécifiques selon la Torah. Donc, les fondamentalistes sont là-dedans. Dans mon film, j'ai fait un film sur ces thèmes, j'ai l'architecte du 3e temple, c'est le rêve. Et bien entendu, cela fait considérablement monter la tension chez les musulmans qui ont l'impression que voilà, il va se passer quelque chose. Un des anciens analystes du Shin Bet considère que le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, c'est le trou noir du conflit au Proche-Orient. S'il arrive quoi que ce soit, si un extrémiste juif tente de faire sauter la mosquée ou porte atteinte à ce lieu saint musulman, dit-il, chiites et sunnites s'uniront et on va vers une guerre de religion. D'ailleurs, pour moi, le conflit est de plus en plus religieux. Mais ce n'est pas tout. Le sionisme religieux, ce mouvement fondamentaliste, est sorti de son enclave religieuse et culturelle pour dépasser ce qu'un des chercheurs, David Bayel de l'université de Berkeley, a défini comme l'identité séculaire israélienne fondée sur le concept moderne de citoyenneté, ce qui devait remplacer, dans l'idée des fondateurs du sionisme libéral,
l'identité juive diasporique. Et maintenant, l'idée messianique, la vision biblique du peuple juif élu par Dieu a fini par imprégner la société israélienne, comme le montre une étude sociologique du professeur Tamar Hermann, grande sociologue israélienne. Elle fait régulièrement la grande analyse le portrait de l'Israélien juif. Alors, en 2009, et les Juifs n'ont pas changé depuis, les séculiers, les gens qui se déclaraient séculiers, ne représentaient plus que 42% de la population juive. Plus de 51% des Israéliens croient en la venue du Messie. Ça veut dire que parmi eux, il y a des religieux, des traditionnalistes, mais aussi des séculiers. C'est tout à fait une vision un peu proche-orientale. 67% des Israéliens juifs croient encore que le peuple juif est le peuple élu. Cela inclut donc pas mal de gens séculiers. Alors, bon, le dernier chiffre suivant, je vous le donnerai après parce qu'il est déprimant. C'est un peu l'atmosphère du Proche-Orient. Vous savez, au Caire, en Jordanie, au Caire, vous pouvez tomber sur des communistes égyptiens et vous demandez, vous êtes musulman, ils vous disent oui. Donc, vous pouvez être communiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être ceci, cela. De ce point de vue, Israël s'intègre d'une certaine manière à peut-être la culture proche-orientale. Maintenant, le chiffre que, écoutez, la gauche, non religieuse, pro-paix, pour un État d'Israël sur ces lignes de 67, elle ne représente plus que 15 à 17% de l'opinion juive. La droite religieuse israélienne est donc persuadée que le temps travaille pour elle. Elle a le plus fort taux de natalité. Au sein de l'armée, ces jeunes, de plus en plus nombreux, parviennent à des grades élevés au sein des principales unités. Un nombre non négligeable d'officiers supérieurs habitent dans des colonies et des avant-postes, même pas autorisés par le gouvernement. Les partis politiques religieux jouent un rôle de premier plan dans les coalitions gouvernementales. Bon, alors, bien sûr, si les sondages vous nous disent une majorité du public israélien est pour la paix, pour une solution à deux États, surtout depuis que Netanyahou a fait un discours dans une université il y a 6 ans, disant « je suis pour un État palestinien ». Mais il a rajouté ces conditions, que les Palestiniens reconnaissent qu'Israël est l'État de la nation juive, la nature juive de l'État. Les Palestiniens répondent, vous n'avez pas demandé ça à Sadat, vous n'avez pas demandé ça au roi Hussein, vous avez demandé ça, pourquoi à nous? Et puis il y a un grand débat qui a commencé en Israël, et qui dure déjà quand même, malgré tout depuis quelques années. L'État doit-il être démocratique et juif, ou juif et démocratique? Juif et démocratique, ça veut dire que la notion de judaïté doit supplanter les principes démocratiques, c'est évidemment contradictoire. Démocratie signifie séculaire, pluraliste, un État où les Arabes ont des droits égaux. Un État juif fondé sur les traditions bibliques serait soit une monarchie, soit une forme de théocratie dirigée par des rabbins. Déjà, des rabbins nationalistes ont mis sur pied une forme de Sanhédrin. Il s'agit de diriger le pays. À la limite, ça devient presque amusant. En tout cas, ces phénomènes représentent un tournant fondamental dans l'histoire du judaïsme. Comme je vous l'ai dit, après la destruction du Temple, la pensée juive s'était engagée dans un univers religieux où la présence physique de la divinité du Temple n'était plus indispensable. C'était une forme de sécularisation intellectuelle, issue notamment de la philosophie grecque, et fondée sur une dichotomie entre l'esprit et la matière, entre l'abstrait et le réel. Le judaïsme, c'était un judaïsme de l'abstrait. On revient vers une forme de judaïsme du concret, de la pierre. Une jeune femme qui travaillait dans mon bureau m'annonce un matin, je vais aller prier à la tombe de Rachel. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, quand même, c'est un lieu saint et on a une copine qui a un cancer du sein, on va aller prier pour elle. Ce judaïsme-là, tout à coup, c'est quelque chose de différent par rapport au judaïsme de l'étude. Et
pour en revenir également au Hamas, il faut bien dire que le Hamas et les sionistes religieux sont en miroir, se satisfont mutuellement. Autant pour le Hamas, l'existence d'un État juif en terre d'islam est inacceptable, autant pour les sionistes religieux, une Palestine indépendante en terre d'Israël est inacceptable. Donc, finalement, les attentats et la droite nationaliste israélienne, les attentats suicides, eh bien ça a réussi. 360 000 colons, je répète, il n'y aura pas. Où va le conflit? Je suis assez pessimiste. Je n'ai pas l'impression qu'un accord se pointe à l'horizon, en tout cas pas dans les conditions actuelles. Voilà. Merci. Merci beaucoup à notre orateur de ce soir. C'était un exposé avec une dimension historique, bien sûr, mais aussi politique et sociologique extrêmement intéressante. Nous avions donc prévu une demi-heure de questions-réponses, un débat. Donc je propose de vous donner la parole maintenant. Je vais prendre 2-3 questions à la fois. Et puis je repasserai la parole à Charles Anderlin pour qu'il puisse réagir et répondre à vos questions. Je vous demanderai d'essayer de vous focaliser sur le thème du jour pour que ça ne parte pas complètement dans tous les sens. Merci d'avoir donc des questions un petit peu concises, ne pas faire des commentaires trop longs. Merci. Donc, il y a 2 personnes qui circulent avec des micro-baladeurs dans la salle. Qui veut prendre la parole? Il y a là. Comment vous voyez l'évolution de la coalition avec Bennett dans un avenir proche? Coalition avec Bennett. Deuxième intervention. Deuxième question. Une grande timidité ce soir. Ah non, il y en a là-bas, ici. Qu'est-ce que vous pensez de l'émergence de partis laïcs de Yair Lapid? Vous n'avez pas entendu la question? Vous pouvez répéter en parlant bien dans le micro, s'il vous plaît? Oui, alors il y a l'émergence d'un parti centriste en Israël, je pense que c'est de Lapid, qui est très anti-religieux, qui veut couper les subsides, etc. Donc, là, juste... Oui. 2 petites questions. Donc la première, à plusieurs reprises, vous avez fait grief, notamment à Arafat, d'avoir refusé des choses qu'il aurait été intelligent d'accepter. Ma question, c'est est-ce que le rapport de force s'y prêtait? Est-ce qu'il avait le choix de pousser la négociation plus loin? Je pense notamment à l'épisode d'Hébron et le ralliement à l'initiative de paix égyptienne. Et deuxième question, vous avez parlé d'Israël qui serait contaminé par la culture proche-orientale. Et en fait, dans quelle mesure il n'y aurait pas, désolé d'utiliser un terme barbare, mais une co-construction? Donc les différentes parties au Moyen-Orient seraient finalement prisonnières de la radicalisation des autres et donc voilà, c'est un peu ce jeu de miroir qui évolue dans un sens qui favorise la radicalisation. Merci. Voilà, on va répondre. Oui, alors d'abord la coalition gouvernementale en Israël, Bennett et Lapid. Bennett, c'est le parti, il dirige le parti des colons, où il y a d'ailleurs des tensions internes entre ceux qui sont plus tournés vers la modernité et les rabbins qui, eux, font virer plutôt le sionisme religieux vers une forme d'orthodoxie nationaliste qui est assez intéressante et qui est en train de se développer. Bennett, c'est le ministre de l'économie. Son parti a également le ministère de l'Habitat avec un colon qui s'appelle Uri Ariel. Et entre parenthèses, Uri Ariel,
aujourd'hui est le grand artisan de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Devant ma caméra, il dit il y a un seul peuple doit être souverain de la mer au Jourdain, c'est nous. Si les Arabes de Cisjordanie veulent le droit de vote, il faut leur donner. Encore 30 députés arabes à la Knesset. Le peuple juif a eu suffisamment à surmonter des crises plus graves au cours de 3 millénaires. Donc, pour le droit de vote aux Palestiniens. Tout le monde, d'ailleurs, dans ce parti n'a pas une idée aussi, entre guillemets, démocratique. Mais en tout cas, cette notion est là. Pour ne pas renoncer à la terre sacro-sainte d'Israël, on est prêt à donner des droits aux Palestiniens. Pas tous. Maintenant, Lapid, oui, Lapid d'abord est en chute libre, c'est le ministre des Finances, ça ne va pas très bien. Il a fait des promesses pour améliorer le sort de la classe moyenne en Israël. Il est très anti-orthodoxe, ultra-orthodoxe. Il ne faut pas confondre les sionistes religieux avec les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, les intégristes, sont toujours anti-sionistes. Les sionistes religieux, c'est les petites kippas. Ils sont plus dans la modernité. Les orthodoxes sont totalement enfermés, leurs écoles, leur système scolaire privé, leurs yeshivot, leurs écoles talmudiques. Ils ne sont pas nationalistes, ils sont souvent anti-sionistes. Donc, Lapid est anti-ultra-orthodoxe, notamment parce que les ultra-orthodoxes ne font pas l'armée. Alors que les sionistes religieux, comme je vous l'ai dit, non seulement la font, mais infiltrent tous les niveaux de la hiérarchie militaire. Arafat. Écoutez, rapport des forces, effectivement, il y a une disproportion entre les capacités d'Arafat et de l'OLP et des Israéliens. Maintenant, il y a 36 000 manières de faire. L'OLP, avant d'arriver en Cisjordanie, après les accords d'Oslo, a exigé que les Israéliens ne donnent aucun pouvoir aux Palestiniens de l'intérieur. Faisal Husseini, Hanan Ashraoui, Saeb Erekat, etc., de l'intérieur. Ils ont négocié sur la base de ce qu'ils savaient à Tunis. Lorsque j'allais couvrir les négociations à Taba, à la frontière égyptienne et ailleurs, je retrouvais par exemple un cartographe palestinien de Jérusalem-Est qui s'arrachait les cheveux en disant « Les négociateurs de Tunis ne comprennent rien à la carte ». Il fallait voir pendant les premières années le petit calepin du négociateur palestinien en train de prendre des notes. En face de lui, effectivement, il avait une armée d'avocats, de spécialistes israéliens avec des portables, des piles de CD, de DVD. Oui, maintenant, ce n'est qu'il y a 7-8 ans que les négociateurs palestiniens ont amené leurs spécialistes, des diplômés palestiniens venus des meilleures universités américaines et européennes qui ont changé la manière de négocier des Palestiniens. Mais au début, tout cela était le one-man show de Arafat. Arafat qui allait jusqu'à décider la forme des fenêtres du quartier construit à Gaza pour les flics palestiniens, pour la moindre chose. Lorsque Michel Rocard, l'ex-premier ministre, a participé à un audit de l'administration palestinienne, c'était en 99, je crois, très critique. Il faut faire les choses différemment. Arafat l'a viré. J'étais là. Il a fait sortir Michel Rocard de la pièce. Je suis en désaccord avec vous. Maintenant, lorsque je demandais à des personnalités palestiniennes, est-ce que vous avez vu ce qui est construit sur les collines? Ah oui, qu'est-ce qu'ils construisent? Et quand le mur de séparation a commencé à être mis en place, je rencontre justement des responsables du comité de conseillers de la négociation, enfin des Palestiniens. Vous avez vu le mur? Ah non, où est-ce qu'il est?
Ils n'allaient même pas sur le terrain. Oui, c'est vrai, je suis critique. Si les Palestiniens avaient eu une stratégie et une tactique, ils auraient un État aujourd'hui. Leur communication est une communication catastrophique. On va peut-être reprendre un deuxième volet de questions. Qui se lance? Voilà, là-bas, dessus. Bonjour. Merci tout d'abord pour les points de repère antiques, c'était très intéressant. Alors vous avez fait une citation sur l'esplanade des mosquées qui consisterait donc comme le trou noir, qui serait le trou noir du conflit. Ça fait tout de même quand même 60 ans qu'on a la solution de lui donner un statut international à cette ville de Jérusalem. Qui dit statut international dit donc décision internationale, alors que selon vos mots, j'ai eu l'impression que la solution résidait plus dans une décision israélienne plutôt qu'internationale, comme je viens d'en parler. Maintenant, vous voulez peut-être vous exprimer sur le lobby israélien pour répondre à cette question. C'est vraiment le statut international comme solution que j'envisage. Oui, il y a des questions un peu plus bas, si vous pouvez redescendre maintenant. Peut-être ici au premier rang d'abord. Que pensez-vous des réconciliations à éclipse entre l'OLP et le Hamas? Ok. Et puis là, monsieur, deuxième rang. Oui, moi j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'évolution de l'opinion américaine, parce qu'on ne peut pas parler d'Israël sans parler de l'Amérique. C'est le moteur, sans l'Amérique, il n'y a pas d'Israël. D'accord. On va prendre une dernière question. Oui, là, tout en deuxième rang, là, à gauche. Jihad, oui. Moi, j'aurais une question sur les Arabes israéliens. Quel est leur statut, quel est leur sort? Et si jamais il y a la judaïté de l'État israélien serait là, comment vont-ils, quel statut auront-ils en tant que citoyens israéliens? Ok, merci beaucoup pour ces questions, un peu complexes et longues. Oui, par les Arabes israéliens. Les Arabes israéliens sont des citoyens à part entière selon la loi, mais ils se sentent exclus de l'identité nationale qui est une identité d'État juif sioniste. Voilà. Les Arabes israéliens sont représentés à la Knesset. Ils se trouvent à tous les niveaux de l'économie. Ils ont un taux de chômage plus important que les Juifs israéliens. Et puis, bien entendu, ils regardent ce qui se passe de l'autre côté de la muraille. Fatah, Hamas. Alors ça, c'est le conflit que j'ai vécu, que j'ai vu. Je suis journaliste là-bas depuis bientôt 40 ans. Les années 70 et les années 80, le Hamas, avec l'aide, la bienveillance de l'armée israélienne, a liquidé les cafés où on versait un peu d'alcool à Gaza, a mis le feu au cinéma, et les quelques militants ou les profs Fatah qu'ils ont trouvés un peu trop gauchos et séculiers, eh bien, ils sont descendus du 6e étage de l'université sans parachute. On les a foutus en l'air. Il y a une réelle haine entre le Hamas et le Fatah. Et encore maintenant, en période, entre guillemets, de réconciliation, je peux vous dire que les uns disent du mal des autres pique-pendre. Pendant toute la période, jusqu'à Oslo, pratiquement non, jusqu'à la création du Hamas, pour l'OLP, le Hamas est un parti de collabos à Gaza, qui travaille avec l'organisation, avec les militaires, qui a l'aide de l'armée israélienne, qui a cet immeuble des frères musulmans avec la plaque du général. Puis ensuite, bon, ils ont commencé à commettre les attaques, les premières grandes attaques à Gaza par l'organisation armée du Hamas. Vous savez, une partie du conflit que nous venons d'avoir à Gaza, c'est un problème
de frères musulmans. Tout le monde a couvert, une certaine partie, même ma chaîne, la guerre à Gaza, comme, voilà, il y a le massacre à Gaza, les images épouvantables, le drame humain terrible, des centaines d'enfants tués, des centaines d'enfants blessés à Gaza, les bombardements israéliens, etc., avec en face des roquettes interceptées par les batteries antimissiles israéliennes. Mais personne n'a expliqué pourquoi et comment ce conflit a démarré. Ce conflit a démarré parce qu'en Égypte, les généraux et le public égyptien a viré le président Morsi et déclaré les frères musulmans organisation terroriste hors la loi, et aussi le Hamas, organisation terroriste interdite en Égypte. Morsi, dans son procès, est accusé d'avoir comploté avec le Hamas. Les Égyptiens ont commencé à fermer tous les tunnels, milliers, qui passaient sous la frontière égyptienne vers Gaza. Le Hamas a perdu 85% de ses rentrées, et ça représentait effectivement aussi un apport de produits, etc. Le reste venait d'Israël avec des limites quand même, notamment dans les matériaux de construction. Vers le mois d'avril, le Hamas a découvert qu'il n'a plus un rond pour payer les salaires de ses fonctionnaires et de ses combattants à Gaza. Et se tourne vers l'autorité palestinienne pour dire est-ce que vous pouvez payer. L'autorité palestinienne, Abbas, d'accord, on se réconcilie, mais on ne peut pas payer, je n'ai pas les moyens. Et non seulement ça, l'autorisation de transférer des sommes au Hamas est impossible. Le système bancaire ne le permet pas, c'est une organisation terroriste selon les Américains et les Européens. Donc la réconciliation, ça ne marche pas non plus. L'autorité palestinienne ne peut pas donner un sou. Il y a l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens en Cisjordanie. Netanyahou a une grande idée. Les Égyptiens sont en train de liquider le Hamas par l'Égypte. Ben, nous, on va le faire en Cisjordanie. Campagne d'arrestation, 300 à 400 militants du Hamas sont arrêtés. Et puis alors là, le Hamas se trouve au pied du mur et puis commence à lancer quelques roquettes. Les Israéliens ripostent, on a l'escalade. Et pendant cette escalade, les militants importants du Fatah à Gaza sont mis en résidence surveillée. Une quinzaine d'entre eux sont exécutés par le Hamas. Et je peux vous dire que dans les négociations en ce moment, on en parle encore. Tous les chefs importants du Hamas à Gaza sont en résidence surveillée. Tout pour un certain nombre de chefs importants du Hamas dans l'autonomie palestinienne, qui sont dans les prisons de Mahmoud Abbas. Donc, le grand amour entre ces deux mouvements, ce n'est pas tout à fait ça. On peut peut-être terminer avec le poids des acteurs externes. Il y avait des questions aussi sur... Alors, les Américains, écoutez, Israël, pour sa sécurité, a entièrement besoin des États-Unis. Les batteries de missiles, antimissiles, sont entièrement financées par les Américains. Les relations entre Netanyahou, son gouvernement et l'administration Obama sont, vous le lisez tous les jours dans la presse, sont au plus mal. Netanyahou est appelé à la Maison-Blanche comme le sénateur républicain Netanyahou. Ils se détestent royalement. Ça ne change pas au fait que le Congrès américain signera tous les chèques nécessaires à la sécurité d'Israël et il n'y a pas de raison que ça cesse. Vous savez, la présidence du Conseil à Jérusalem est entourée de conseillers qui sont des néoconservateurs venus des États-Unis. Certains grands débats de stratégie se déroulent en anglais à la présidence du Conseil. Et l'ambassadeur d'Israël à Washington, M. Ron Dermer, est émis à la nationalité israélienne depuis une douzaine d'années à peine. Et c'est la première fois,
il est un ami de la famille Bush, des George Bush, et c'est la première fois qu'à Washington, il y a un ambassadeur d'Israël qui n'a même pas fait l'armée en Israël. C'est un Américain. C'est un Américain, républicain. Et je vous rappelle que lors de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, Netanyahou a fait activement campagne pour Mitt Romney. Ils sont un peu plantés, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Il me reste maintenant à vous remercier très chaleureusement. Merci. Tout le plaisir était pour moi.